Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, après un long discours hier et un discours ce matin, je serai bref. Je voudrais remercier l'ensemble des orateurs qui se sont exprimés, remercier plus particulièrement le Président Patriat, le Président Malhuret et également le Président Requier qui ont formulé un soutien général ou majoritaire ou parfois existant. Et remercier l'ensemble de ceux qui se sont exprimés à cette tribune. Hier et ce matin, j'ai choisi d'essayer d'indiquer ce que nous allions faire, le calendrier que nous nous fixions, la méthode que nous entendions mettre en œuvre. Bien entendu, en se fixant cet objectif, je ne peux pas détailler l'ensemble des mesures et des dispositifs qui seront inventés et adoptés. Pour une raison assez simple, c'est d'abord qu'ils sont nombreux, qu'ils sont complexes, et que pour une grande partie d'entre eux, ils dépendront des discussions qui se noueront, soit avec les associations d'élus, s'agissant des questions relatives aux collectivités territoriales, soit évidemment sur tous les sujets, y compris ceux-là, avec les parlementaires. Donner des dispositifs arrêtés, alors qu'ils sont en cours de préparation, n'est pas possible, et je pense que chacun ici peut le comprendre. C'est la raison pour laquelle je ne rentrerai pas dans le détail des remarques qu'a évoquées le président Kanner sur le système universel des retraites que nous voulons construire. Je me permets simplement d'indiquer, Monsieur le Président, que le haut-commissaire rendra ses préconisations en juillet, que ces préconisations, je peux le dire, sont extrêmement éloignées de ce que vous avez indiqué et que nous aurons, j'en suis certain, l'occasion de débattre dans le détail d'une réforme qui est essentielle, complexe, mais dont je veux redire qu'elle me paraît juste et nécessaire. J'ai indiqué hier le souhait, certains l'ont noté, d'inviter au dépassement. J'ai même utilisé à l'Assemblée nationale l'expression de changement de ton. Je voudrais dire à l'ensemble des membres du Sénat, comme je l'ai dit hier à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale, qu'il ne s'agit en aucun cas, bien entendu, d'une mise en accusation, mais bien d'une invitation que je m'adresse à moi-même, que j'adresse à l'ensemble des membres du gouvernement, que j'adresse à l'ensemble de ceux qui s'engagent en politique et même, d'une certaine façon, à l'ensemble de ceux qui s'expriment en politique. Sphère médiatique comprise. La qualité du débat public, de notre débat public, quelles que soient d'ailleurs les idées que nous soutenons, mérite mieux que les postures, que les provocations, que les caricatures, que les simplifications excessives, que les absences de perspective. Je le crois profondément, et si j'ai pu m'en rendre responsable pour ma part, je suis bien déterminé à essayer de faire en sorte que cela ne soit plus le cas. Je pense que nous avons tous intérêt à y gagner, pas simplement le gouvernement, pas simplement le Premier ministre, l'ensemble du débat public en France. Nous avons évoqué, et elle a souvent été évoquée, la question de la dépense publique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce sujet, mais peut-être quand même indiquer quelques chiffres pour planter le décor. La dette publique sur le PIB, 57,9% de dette publique en 1996, 57,6% en 2000, 64,4% en 2006, 90,2% en 2012, 98,4% en 2017 et 98,4% en 2018. Nous nous renvoyons à la face l'augmentation et le niveau inégalé de la dette publique en France. Ayons conscience que la progression massive de la dette publique a été liée aux 15 dernières années à la réaction française à la crise financière de 2007 et que depuis 2007, le rythme de progression de la dépense publique et le rythme de progression de la dette publique n'a jamais été refroidi ou calmé. Jamais. Sachons-le. Sachons aussi que dans le calcul de la dette publique, pendant très longtemps, j'ai eu l'occasion de le dire au Sénat, mais j'y insiste, nous avons fait, au fond, comme si il ne fallait pas tout compter. J'ai indiqué qu'un des éléments de la réforme de la SNCF que nous avons mis en œuvre était le fait que l'État, et donc la dette publique, récupérerait
la dette de la SNCF. Parce que depuis des années, nous avons fait comme si cette dette que supportait l'entreprise n'était pas une dette publique. Comme si une entreprise pouvait continuer à fonctionner financièrement comme la SNCF si elle n'avait pas derrière la garantie de l'État. Autrement dit, mesdames et messieurs, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui, ici, considèrent que la dette publique, comme la dette écologique, sont des fardeaux que nous laissons reposer sur les épaules de nos enfants. Et je suis convaincu de la nécessité de stabiliser cette dette et de la réduire. Convaincu. Je sais que ça n'est pas un exercice facile. Je sais que ceux qui disent « la dépense publique n'a jamais été aussi élevée en France » disent vrai. En valeur absolue, c'est évident. Mais alors, si on raisonne en valeur absolue, on pourrait dire aussi bien que le PIB n'a jamais été aussi élevé, que les dépenses sociales n'ont jamais été aussi élevées, que les dépenses... Bien sûr, en valeur absolue, on peut toujours dire cela, puisque la croissance, année après année, permet de faire augmenter les chiffres. Ce qui m'intéresse, c'est le rythme de progression de la dépense publique. Rythme dont nous savons tous ici qu'il est d'abord et essentiellement guidé par le rythme de la dépense sociale, de la dépense de transfert, dont nous savons tous qu'elle est nécessaire. Autrement dit, faire en sorte que la progression de la dépense publique soit largement inférieure à la progression du PIB est un exercice collectif redoutablement complexe. Et je ne l'aborde jamais avec facilité, je ne l'aborde jamais avec des raccourcis. D'ailleurs, si c'était simple, c'est exactement les chiffres inverses qu'on lirait. Si c'était simple et si c'était facile, depuis 40 ans, elle aurait considérablement diminué et il n'y aurait pas de dette publique. Vous voyez bien que nous sommes confrontés tous ensemble à une situation qui a parfois conduit des gouvernements à faire des économies considérables sur d'autres pour donner le sentiment qu'ils réduisaient la dépense publique. Si on veut faire de la réduction de la dépense publique vite, on utilise le rabot. C'est rapide, ça peut être efficace, c'est rarement malin. Si on veut réduire la dépense publique dans la durée, il faut faire des réorganisations. C'est rarement rapide, mais c'est évidemment beaucoup plus intelligent. Et il faut donc faire en sorte que nous puissions réorganiser la façon de produire un service, la façon d'organiser un dispositif d'accompagnement public, pour faire en sorte de maîtriser la progression de cette dépense. C'est plus intelligent, mais c'est plus lent, et ça exige probablement plus de travail et plus de travail collectif. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs. Certains attendent les actes que j'ai annoncés, d'autres les redoutent. Je voudrais dire à l'ensemble des sénateurs, y compris au président Marseille que j'ai oublié de citer tout à l'heure, et il m'en voudrait à juste titre. Et je m'en excuse auprès de lui. Je voudrais dire à l'ensemble des sénateurs ma détermination et la détermination du gouvernement à mettre en œuvre la méthode que j'ai évoquée hier devant les députés et devant l'ensemble du Parlement, à mettre en œuvre également les mesures en matière d'urgence écologique, de justice sociale et de justice territoriale qui sont au cœur de l'acte 2. De ce point de vue-là, mesdames et messieurs les sénateurs, n'ayez aucun doute sur la détermination du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre.